Bonjour, je suis David Minucci, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans robe. Ici, pas de robe, pas de langage juridique, uniquement des discussions franches et directes. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 avocats autour de la table, et donc je vais commencer par présenter Corinne Tullier. Donc tu es avocat au barreau de Lille, en droit de la famille. Corinne, c'est une institution lilloise, on vient à Lille pour voir la Grand Place, pour la gastronomie aussi lilloise, mais aussi pour Corinne. Nous avons également Camille Robiquet, donc tu es avocat au barreau d'Arras. C'est ça. En droit public et droit immobilier, donc tu viens de t'installer il y a très peu de temps, donc félicitations. Merci. Et je te souhaite beaucoup de réussite et de rayonner, et même au-delà, le Beffroi d'Arras. Alors d'ailleurs, Beffroi, j'ai vu qu'on pouvait le visiter. Exactement, ouais. Tu as déjà... J'ai déjà fait, moi. Il y a un ascenseur Il y a combien de marches? Non, c'est un ascenseur. C'est un ascenseur. Bon, moi, à Lille, je ne sais pas s'il y a un ascenseur. Je sais pas. On n'a jamais fait, mais bon, bref. Bon, en tout cas, ceux qui nous regardent... Vous pouvez aller voir le Beffroi d'Arras. En même temps que vous prenez votre rendez-vous avec. Et ensuite, Vanessa Blo, avocat au barreau de Lille, en droit de la famille. Vanessa, c'est un peu notre gaufre merte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est là, on sait qu'on va se régaler. Donc, premier sujet qui va nous intéresser. Donc, les cabinets pluridisciplinaires ont-ils encore un avenir? Donc, pourquoi je trouve ce sujet intéressant? Parce que je trouve que les cabinets en fait, de niche spécialisés, aujourd'hui, ils ont tendance un peu à être sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une facilité à communiquer par rapport aux cabinets pluridisciplinaires. Et il y a aussi le fait que les cabinets de niche, en fait, les associés qui sont à l'intérieur, en général, ils ont quand même une vision commune. Ils vont dans le même sens. Pour communiquer, c'est plus facile pour eux de se développer, de rayonner au niveau des clients qu'un cabinet pluridisciplinaire où au final, un cabinet pluridisciplinaire, souvent, régulièrement, c'est quand même une addition d'individualité et ils ont du mal en fait à avoir des valeurs, un projet commun. Et donc j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce sujet-là. Est-ce que les cabinets pluridisciplinaires ont encore un avenir? Donc je sais pas, qui veut commencer sur ce premier sujet? Je suis un peu concernée. Alors déjà, ce qui est une certitude à mes yeux, c'est la spécialisation. Ça, c'est une évidence qu'il faut être... pour moi, à mes yeux, il faut être spécialiste. C'est un conseil que m'a donné un de nos anciens bâtonniers lillois que j'affectionne particulièrement un jour, et je crois que c'est le meilleur conseil qu'il m'a donné dans ma carrière, de se spécialiser. Mmh. Voilà, ça c'est, il faut être lisible, il faut savoir ce qu'on fait. On ne peut pas être bon dans tout, et donc il faut choisir. Voilà, et le choix, c'est du courage. Et le courage est toujours payant. Mmh. Maintenant, être pluridisciplinaire dans un cabinet, je dirais que ça dépend de l'angle d'approche. Mmh. Si on regarde au sein d'un cabinet, c'est vraiment un plus. Moi, je l'ai toujours vécu comme un plus. D'abord, comment se gèrent mes autres associés dans d'autres domaines. C'est toujours une source d'inspiration. Moi, j'ai fait mes débuts dans la profession d'avocat dans un cabinet d'affaires. Et j'ai retenu beaucoup de choses qui m'ont inspiré dans ma façon d'exercer, ou autre que j'ai appris le droit des affaires et qui m'a servi dans ma matière. Mais c'est aussi un mode d'approche qui m'a intéressé, qui m'a beaucoup inspiré dans ma façon d'exercer dans un autre domaine. D'aller voir ce que font les autres, c'est toujours très intéressant. Et puis surtout au quotidien, moi c'est très précieux d'avoir une problématique et d'arriver à la frontière de ma matière et d'aller voir un associé qui est là, juste à côté. Et pour lui, c'est vrai aussi d'avoir une problématique juridique. Voilà, c'est être sérieux que considérer les limites de sa compétence et d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc, du point de vue je dirais de l'intérieur du cabinet et de l'intérêt du client, pour moi, être pluridisciplinaire, c'est extraordinaire. Et vraiment, on apprécie beaucoup au cabinet de pouvoir descendre, discuter avec nos associés, leur demander de participer à un rendez-vous, comme ça. Maintenant, effectivement, et ça c'est une approche que j'ai un peu moins naturellement, c'est la question de la communication. Ouais. J'ai cru comprendre, notamment en vous écoutant lors de votre précédente intervention, qu'effectivement, communiquer c'est plus compliqué quand on est pluridisciplinaire. On n'a effectivement pas le même angle d'approche, et donc voilà, j'ai cru comprendre qu'effectivement, en termes de communication, c'était un peu moins. J'ai l'impression que toi, t'as un peu une autonomie, je trouve, au sein du cabinet. C'est ce que j'allais dire, parce qu'après, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'individualité, c'est aussi ça, en fait, qui fait que le cabinet, il va avoir un essor et une vraie authenticité. Il faut aussi laisser faire aussi. C'est ça aussi. Enfin, il faut laisser une certaine indépendance aux associés du cabinet. Je suis d'accord, mais je veux dire, je suis pas sûre que la fin ou pas programmée ou pas du cabinet pluridisciplinaire, il est pour moi beaucoup plus lié aux êtres humains qui sont dedans. C'est-à-dire que s'ils se retrouvent sur le fait que chacun son domaine et qu'on est complémentaires et que du coup ils se laissent cette autonomie.
Corinne, elle gère le droit de la famille, c'est ça qu'elle fait. Et personne n'a peur qu'on lui marche sur les pieds, puisqu'en fait, les domaines sont un peu cerclés, entre guillemets. Je veux dire, on parle le même langage entre nous. À mon sens, là, c'est assez sain. Et tu peux avoir un projet commun et tu peux dire, moi, j'ai envie de développer tel angle d'attaque ou ma cible de clientèle, c'est plutôt ça. Et l'autre peut te dire, moi, moins, mais il n'y a pas de sujet. C'est pas grave. Ça, c'est la force du collectif. Ouais. Là où, pour moi, il y a plus un sujet, c'est les cabinets qui se posent aucune question, mais il y a un sujet sur plein de choses. Et c'est les gens qui se retrouvent associés sans y avoir vraiment jamais réfléchi ou discuté. Donc, ils savent même pas s'ils sont en phase sur ce qu'ils attendent de la profession, sur leur manière de l'exercer, sur ce qui, pour eux, est porteur ou pas, et même au-delà de la communication, et qui, du coup, se laissent pas forcément de place parce que le risque, en fait, c'est mon dossier. Déjà, ça, il y a un malaise. Si tu es associé avec quelqu'un d'autre, si tu as peur qu'on te marche sur les pieds, c'est gênant. Et moi, je pense que la question de la force ou pas, c'est vraiment lié aux individus qui sont dedans et aux projets qui portent ou pas. Parce que après, tu allais rebondir en disant... cette liberté, en fait, on se l'est donnée juridiquement parlant. C'est-à-dire qu'on est une SCM, on met des moyens communs, mais dans cette SCM, on est des cabinets... complètement isolés. Donc, nous n'avons pas de rapport d'argent. C'est-à-dire que moi, quand je suggère à l'un de mes clients d'aller voir l'un de mes associés, je n'ai pas de rapport d'argent. Je n'attends rien en contrepartie. C'est-à-dire que ma satisfaction, c'est que mon client puisse trouver chez moi, en venant chez moi, quelqu'un d'autre dans le bureau d'à côté qui a sa spécialité et qui peut communiquer avec moi. Et puis à qui tu fais confiance en plus. Et puis qui peut communiquer avec moi. Je lui donne les informations qui sont utiles à la problématique, par exemple, en droit des sociétés. Voilà. Donc, nous n'avons pas de rapport d'argent et on a une grande liberté d'action dans nos équipes respectives. Et voilà, pas de question d'argent. Ça a été une discussion. Comment ça s'est créé, ça, pour savoir... C'est pour moi, c'est quand même ça aussi le sujet derrière. C'est les valeurs. Finalement, du coup, c'est plutôt la forme de l'association qui permet à ce que chacun garde sa liberté et son indépendance dans sa matière, globalement. Il y a, je pense que c'est aussi et surtout une question de partage de valeurs. C'est-à-dire qui nous sommes, que cherchons-nous, quelle est notre vision de la façon d'exercer ce métier. Voilà. Et nous, c'est notre client rentre dans le cabinet, c'est de lui rendre un service complet. Voilà, il ressort du cabinet avec des gens qui fonctionnent de la même manière. Nous fonctionnons de la même manière. Voilà, effectivement, alors, ce partage de valeurs, il tient aussi peut-être au fait que beaucoup des associés du cabinet sont des anciens collaborateurs. Ouais. Et ça, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est effectivement, je dirais, il y a un background, le cabinet me procède et il est ancien, c'est qu'on a tout petit travaillé ensemble. Ouais, donc, on partage, et c'est la valeur que j'ai aussi, puisque mes collaboratrices sont aujourd'hui mes associés. Donc ça veut dire qu'on a appris à travailler ensemble et on partage les mêmes valeurs, puisqu'on s'est associés. Donc, on a senti que ça matchait, qu'on avait envie de rester ensemble et donc on partage quelque chose. Voilà. Donc, tout ça fait qu'il y a ce partage de valeurs. Mais en tout cas, si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas cet historique, pour moi, la question fondamentale, c'est le partage de valeurs. Que cherchons-nous ? Je pense ça, c'est un vrai problème, je trouve, dans les cabinets. Alors toi, Camille, t'étais dans un cabinet de niche à la base ? Je ne sais plus. Alors moi, à la base, j'étais dans un cabinet qui faisait que du droit public. Donc en fait, cette approche pluridisciplinaire, je la connais pas vraiment. Enfin, je la découvre un petit peu là depuis mon installation, parce que je partage des locaux. Alors c'est pas du tout dans le cadre d'une forme. Enfin, on n'a pas organisé ça en société, mais on a chacun nos matières et là, du coup, on découvre un peu plus la manière de faire, de donner le dossier, en fait, de savoir lâcher le dossier quand on sait pas le faire et de le donner à l'avocat qui est dans le bureau d'à côté. Mais moi, de base, j'ai vraiment pas cette approche pluridisciplinaire. Enfin, j'ai vraiment l'approche un peu plus récente qu'ont certains avocats de se spécialiser, en tout cas d'être sur un seul domaine en particulier. Donc, puis là, en plus, au barreau d'Arras, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de généralistes au barreau d'Arras. Il y a beaucoup de cabinets très généralistes. Le fait effectivement que tu te dises, non, moi je fais du droit public, je fais que ça, forcément, je pense que ça va, tu le verras dans les prochains mois, mais je pense que ça va être assez bénéfique en termes de développement. C'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit. Et puis effectivement, pour la communication, ça a été beaucoup plus facile. Facile, je sais pas si c'est le mot, mais de me positionner et de faire ressortir 2-3 termes à chaque fois pour des dossiers qui arrivent. Et on s'en rend vite compte, avec quelques mots-clés, on a 1, 2, 3 dossiers qui suivent.
Et finalement, ça facilite un peu les choses. Alors, ça demande un travail avant, qui est un peu compliqué, mais un finalement... travail, tu veux dire, de réflexion, un travail de réflexion, et également sur la communication, et aussi un travail sur soi-même, parce que quand on s'installe, prendre la décision que on va être sur une seule matière, et de se fermer. C'est ce que tu disais, quand même, c'est du courage, quelque part, de se dire effectivement on va devoir il y a certains dossiers que j'ai souvent utilisé l'expression de se couper un bras. Moi j'avais des clients institutionnels parce que j'avais travaillé dans un cabinet où je m'étais fait une réputation, donc j'avais ce pan d'activité, et puis j'ai envie de dire ton affect, mon affect, ce que j'aimais vraiment, c'était le droit de la famille. Et effectivement, j'avais ces deux pans d'activité. À un moment donné, même, j'avais deux collaborateurs qui bossaient dans chaque domaine. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a fallu trancher. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime ? On m'a aidé à prendre cette conscience, à prendre conscience de ça. Qu'est-ce que j'aime ? Dans quelle matière j'ai du plaisir à travailler ? Je me force pas. Je me dis pas, je vais au travail. J'exerce ma passion. C'est ça. Alors, je me suis coupé un bras. J'ai renoncé à cette clientèle qui est partie chez l'un de mes confrères, avec l'un de mes collaborateurs, et je suis partie. Et je n'ai jamais regretté. Jamais. Je me suis jamais dit, je me suis posé certaines questions de si j'avais pris telle ou telle orientation, d'autres questions, mais jamais celle-là. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans les petits barreaux, je trouve que les avocats se posent moins la question, tandis qu'à Lille, dans des barreaux comme Lille ou de la taille de Lille, c'est devenu, je connais personne à Lille qui se dit avocat généraliste. Il doit y en avoir, mais si, il y en a encore. Mais il n'y en a pas si, tant. Il y en a encore. Oui, alors que dans des barreaux comme à Arras, la majorité des cabinets, ce sont des cabinets qui sont généralistes, avec, qui prennent entre guillemets un peu tout. Alors après, c'est une manière de fonctionner, ça fonctionne pour eux, donc pourquoi pas. Moi, je me voyais pas avoir cette. Après, j'allais dire, c'est très subjectif aussi, si t'es ok avec ça. C'est ça, en fait, il y en a pour qui ça fonctionne et qui aiment bien ça, donc pourquoi pas maintenant. Mais j'avoue que je rejoins assez Corinne sur un moment, tu te demandes ce qui te fait vraiment vibrer, qui fait que tu auras envie de t'investir plus, même les jours où c'est dur et où c'est compliqué, parce qu'en fait, t'adores ça. Donc, et je pense pas que ça puisse le faire dans toutes les matières. Ça, en vrai, je pense pas qu'il y a un généraliste qui te dit tout me fait vibrer, tous mes dossiers, j'adore. Non, il y a forcément des matières où il y a un peu plus d'appétence sur certains. À un moment, c'est choses. Aussi l'honnêteté de te dire, en fait, je me donne les moyens d'aller que dans cette voie. Après, tu peux toujours rétropédaler. Notre diplôme, il est ce qu'il est. On pourrait très bien se dire si ça marche pas. Mais je pense, je rejoins encore une fois Corinne, c'est du courage aussi. À un moment de se dire, allez, j'y vais parce que c'est ça. Surtout au début. Au début, exactement, tu as besoin de dossier, donc tu te dis, tu te poses quand même la question du ratio économique dans la décision. Et puis, tu peux aussi être influencé par Pierre-Paul Jacques qui s'est installé avant, qui te dit, moi, je fonctionne comme ça. C'est compliqué aussi de faire changer les mentalités, mais fut un temps, on nous expliquait qu'il suffisait de poser sa plaque et les gens arrivaient. Il y a aussi ça qui entre en ligne de compte sur le fait que la question se faisait pas. Moi, on me l'a dit dans le couloir du GEF. On m'a dit, c'était quand même beaucoup plus simple. On posait sa plaque et les gens y venaient. Et moi, t'imagines au marché, quoi. Tu poses ta plaque. Bonjour, je vous en prie, entrez. J'ai cette image où tu poses ta plaque et ça rentre. Bon, on n'est plus dans ce monde-là. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est pour ça que toi, tu les vois pas. Moi, j'ai parce que toi, tu regardes que sur Internet. Les gens, ils ont posé leur plaque. Il faut te balader dans l'île, en fait, pour choisir ton avocat. On sonne à la première plaque. Pour faire du porte-à-porte, il y a des choses à faire. Pour revenir aux bases du commerce. Et donc, toi, Vanessa, tu es issue d'un cabinet pluridisciplinaire, justement. Tout à fait. Et alors, pourquoi tu n'as pas reproduit le schéma ? Est-ce que c'est la vie qui a décidé ? Est-ce que c'est un choix ? Pourquoi j'ai pas reproduit le schéma ? En fait, il y a plusieurs raisons. D'une, parce que l'opportunité s'est pas présentée. C'est-à-dire que pour reproduire le schéma, il fallait quand même trouver d'autres personnes. Je te rappelle que je ne suis pas associée. Je suis seule avec moi-même. Et donc, moi, je sais ce que je voulais faire depuis le départ. Ça n'a pas changé. J'adore ce que je fais. Donc ça, c'était clair. La question aurait pu se poser si j'avais trouvé des confrères qui avaient les mêmes valeurs. Et là, je rejoins Corinne. Des gens que j'ai été démarcher au début de mon installation. Parce que moi, il faut quand même savoir que je voulais absolument partir et être associée. Bon, ne jamais trop écouter ce que je suis persuadée que je veux, parce que ça ne se réalise pas. Donc, je ne voulais pas partir toute seule. Je voulais partir avec un associé. Tu vois, c'est plus... Je ne sais pas pourquoi. Question d'image aussi. Ouais, peut-être question d'image. Puis question paraît plus gros. Question de peur aussi. Question de peur aussi. Moi, je n'avais pas envie d'être toute seule. Moi, je m'imaginais... Bon, on sait que l'histoire est différente, mais je m'imaginais toute seule dans mon bureau. Genre, punie, je vois personne. Vraiment, je le projetais comme ça. Donc, c'était assez compliqué. Bon,
j'ai donc rencontré plein de confrères avec aucun, ça n'a vraiment matché. C'est-à-dire qu'à un moment, tu parles de la forme, à un moment, tu parles de ton rapport au client, à un moment, tu parles de ton rapport à l'argent. Et en fait, il faut être aligné sur tout ça, ce qui est quand même beaucoup de choses. Il faut pas non plus se forcer. Enfin, voilà. Mariage, c'est un peu comme un mariage. J'allais dire, on passe quand même presque plus de temps, mais je n'osais pas le dire, avec son associé qu'avec son mari, des fois. Donc, la question se pose. Mais du coup, la question, moi, c'est pas posée. Après, est-ce que je l'aurais fait ? En vrai, je pense pas. Mais je sais pas dire. L'opportunité, la question s'est pas posée. Moi, j'ai rencontré des gens, ça l'a pas fait. Je me suis dit, il faut partir. Et moi, je savais ce que j'avais à offrir, à porter. Et c'était que le droit de la famille. Donc, la question s'est pas posée. Après, en vrai, de mon expérience, il faut quand même un moment que les gens se parlent, qu'il y ait des valeurs communes et qu'il y ait un projet commun. Sinon, ça fonctionne pas. Comment ça fonctionne pas. Et je reviens sur les sommes d'individualité après qui font que ça avance, mais ça manque de fluidité. Je sais pas comment dire. Et à la fois, j'ai envie de dire, on se nourrit aussi de ces expériences qui n'aboutissent pas forcément. Parce que quand je t'écoute, moi, je me suis installée avec quelqu'un qui était collaborateur dans le cabinet et qui s'était installé avant moi. On s'entendait bien en tant que collaborateur dans le cabinet où on bossait. Il s'est installé et puis il m'a convaincue de le rejoindre. L'erreur, on est restés amis, mais l'erreur qu'on a commise, c'est qu'on s'est projeté en se regardant en tant qu'avocat, en tant que collaborateur. Et en s'installant, on n'était plus collaborateurs, on était devenus des chefs d'entreprise avec des aspirations, des objectifs, etc. Et forcément, c'était compliqué. Mais je ne l'ai pas vécu comme un échec. Je l'ai vécu comme une expérience de plus et je trouve que c'est très français de considérer que quand une expérience ne perdure pas, elle est un échec. Moi, j'estime que c'est une expérience de plus. Ça m'a bien profité. Ça fait partie de mon parcours. Forcément quelque chose. Ça fait partie de mon parcours de vie, ça, des rencontres que j'ai faites. Ça t'en apprend forcément sur toi. Et de ne pas se mettre la pression, de se laisser un peu, en tout cas c'est ce que je dis à mes filles qui sont avocates, je leur dis, il faut aussi se laisser un peu des expériences par le parcours de vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi je dis toujours dans cette profession, c'est aussi une question d'opportunité, que tu saisis ou pas, mais il y a aussi plein de choses qui ne dépendent pas que de toi. Et c'est pour ça que là, je répondais à ta question en disant la question s'est pas posée en fait, donc j'ai pas de vraie réponse, j'ai pas eu ce choix à faire, je sais pas ce que j'en aurais fait, mais je suis d'accord avec toi Corinne, soit on avance, soit on apprend en fait. Après il y a des étapes. Je rebondis parce que je suis assez d'accord. Quand j'ai fait état de ma volonté de départ, on m'a proposé d'autres choses dans le cabinet dans lequel j'étais, alors de l'association, etc. On en a discuté et en fait on s'est rendu compte assez vite que en parlant un peu plus loin, enfin sur des projets un peu plus lointains, on n'était pas sur la même, longueur d'onde en fait. Donc oui, au début on le voit comme un échec et puis après finalement, moi là après une installation, je me dis mais ça m'a beaucoup appris aussi sur moi, sur ce que je voulais pour la suite et avec qui je voulais partager. Parce qu'on, comme on a dit, on passe les 3/4 de notre temps au cabinet, donc il faut être avec des gens sur lesquels on peut compter tout le temps, où il y a une confiance et effectivement. Des échecs de temps en temps, ça permet d'apprendre aussi sur soi. Des expériences. C'est ça. C'est plus positif. Des expériences. Et puis finalement, après, c'est tout, ça se fait pas. Il faut savoir passer à autre chose et faire autre chose. Et il y a tellement d'opportunités. Enfin, quand on voit comme ça bouge, même sur 6 mois, dans un cabinet d'avocat, on se dit il y a plein de choses à faire. C'est sûr que si tu fais la liste en janvier de ce qui va se passer, si tu la regardes en janvier, mais j'ai essayé. Moi, je me suis remise de l'année dernière en me disant où j'en étais au mois de janvier l'année dernière et tout ce qui s'est passé au cours de l'année. Et je me suis dit mais ça aurait pu prendre 10 chemins différents en fait. Donc, mais c'est ça qui est aussi. C'est assez positif, je trouve, dans notre profession, c'est qu'on a vraiment plein de possibilités. La faculté de construire. Et alors, donc, ça nous amène à notre deuxième sujet. Donc, de savoir est-ce que l'avocat doit être un bon technicien ou un bon communicant. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure Vanessa, en fait, je suppose que c'était un ancien confrère qui t'a dit ça, qu'il suffisait de poser la plaque pour que les clients rentrent. Aujourd'hui, je trouve que c'est de moins en moins le cas. Bon, après, ça dépend peut-être des tailles de barreaux, etc. Mais bon, en tout cas, quand on est avocat à Paris, on pose sa plaque, il y a assez peu de chances pour que des clients rentrent comme ça de manière automatique. Donc il faut communiquer, il faut savoir communiquer, donc il faut savoir, ce qu'on dit souvent, savoir faire, mais faire savoir aussi également. Alors quel est votre avis un peu sur ce sujet-là ? Moi, je trouve qu'il faut un peu de savoir-faire avant de faire le faire savoir. C'est-à-dire que la communication, c'est bien, mais il faut aussi l'aspect technique derrière, puisque quand on amène les dossiers,
Derrière, si on n'a pas la technique, ça devient un peu n'importe quoi. Hein, donc, Parce qu'après, souvent, c'est le discours entrepreneurial start-up en mode j'apprends. C'est-à-dire qu'en fait, ce marché-là, je le connais absolument pas, mais je vais avoir des clients et les clients vont m'apprendre en fait. Les startups, c'est comme ça qu'elles réfléchissent. Souvent, elles ne connaissent absolument rien sur leur marché. Peut-être pour les startups, mais pour un avocat, moi, je trouve ça dangereux. Je trouve ça un peu dangereux. Hyper dangereux. Et en plus, moi, pour le coup, je rebondis là-dessus tout de suite. Moi, je trouve qu'un client content risque de t'en ramener. Un client mécontent t'en fait perdre 10 fois plus. Ouais, je sais pas si c'est vrai, ça ou pas. Moi, je pense quand même. J'ai entendu que c'était la méthode de déploiement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on fait savoir que ça marche très bien. En réalité, non, mais c'est histoire de générer, alors qu'en fait, en réalité, grâce à nous, en fait. Exactement, ça ne marche pas si bien que ça. C'est vrai que c'est un sujet qui... David m'a posé la question, et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai inspiré. Moi, ça me pose vraiment question, ça. Ouais. Avec 35 ans dans la profession, j'ai vécu beaucoup d'étapes dans l'évolution de ce métier. Alors moi que j'ai pas entendu, tu mets ta plaque, tu poses ta plaque et t'y vas. J'ai entendu. Moi on me l'a dit encore il y a pas si longtemps. Hein, en droit public, c'est facile, un petit barreau, tu seras la seule. Mais en réalité c'est pas aussi simple. Moi j'ai un confrère qui m'a dit. Effectivement. Toi un confrère qui t'a dit quoi? Qui m'a dit je vous plains parce que nous c'était facile quoi, mais vous allez en baver. Il y a plus de place. J'ai eu droit aussi. Je venais de m'installer. Il y a pas de place. Ça, c'était anxiogène. Non, moi, effectivement, je suis plutôt, j'ai envie de dire, de l'école qui travaille son ouvrage, de l'artisan qui apprend son métier, du patronage, du compagnonnage, voilà. Où, moi, quand je suis rentrée dans le métier, on devait avoir un maître de stage pendant 2 ans minimum et 5 ans, plutôt 5 ans d'ailleurs, puisqu'il y avait une incitation fiscale, donc on le faisait. Et, je ne savais pas que c'était 5 ans. C'était 5 ans maxi, et tu étais dispensé de taxes professionnelles, l'équivalent de la CFE aujourd'hui. Moi, je trouvais ça formidable, parce que ce soit des bonnes ou des mauvaises expériences dans les cabinets où je suis allée, j'ai aussi bien appris des choses qu'on fait comme on ne fait pas. Et aujourd'hui, ma façon de vivre la collaboration, c'est ce que j'ai mal vécu, je comprends. Dont j'ai pris le contre-pied. Voilà. Et bien sûr, j'ai pris le bon. Mais j'ai aussi tiré des enseignements de ce que j'ai vécu en tant que collaborateur et que j'ai trouvé contre-productif. Bref, et donc j'ai appris mon métier avec un patron qui me lisait, qui me corrigeait, on en discutait. Et donc j'ai appris j'ai travaillé petit à petit mon ouvrage, j'ai approfondi ma technicité, j'ai suivi de multiples formations, je me suis englouti l'encyclopédie Dalloz sur l'indivision, j'étais pas dans la réflexion de est-ce que je fais de l'argent, j'étais dans la réflexion de ces heures-là, je m'en fous parce que ces heures-là, c'est ma substance. Tu les intègres durablement. Voilà, dont je suis en train de me construire sur ça. Et pour moi, c'est vrai que ma matière, c'est le bouche à oreille. Et mes plus beaux, mes plus belles sources de dossiers, ce sont les professionnels, c'est mes confrères, c'est les magistrats. C'est les notaires, ce sont les professionnels qui savent apprécier c'est valorisant en reconnaissance. Voilà, et le bouche à oreille. À une époque, je disais les prises de guerre, maintenant j'appelle ça les petits sésames. Mon adversaire qui m'envoie quelqu'un, c'est assez flatteur. Le boulot était pas mal. Donc voilà, moi je suis très dans prise de guerre. Faire du bon boulot, travailler son ouvrage, etc. Il y a quelques avocats maintenant qui s'installent directement en sortant là, il y en a eu plusieurs de la dernière. Et il y en a. Moi, j'en ai beaucoup, mais après là, je rejoins l'école Corinne. Moi, je suis partie dans ma 7e année, donc tu vois. 5 ans de stage, moi j'aurais signé tout de suite. Donc je suis assez d'accord avec ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression de moins en moins dans l'air du temps. Il y en a beaucoup plus, et puis même les installations se font beaucoup plus rapidement. Moi, je suis assez partante de cette vision-là. Moi, en collaboration, j'estimais que le temps passé, c'était pas du temps perdu, en fait. C'était du temps d'apprentissage. Et plus je faisais, et plus j'apprenais, en fait. Donc, à aucun moment, il y avait une perte de temps. Au contraire,
Maintenant, effectivement, la vision peut-être un peu plus récente. Enfin, alors moi, j'ai que 4 ans de barreau, donc finalement, c'est récent aussi. Mais il y en a beaucoup qui, effectivement, apprennent sur le terrain. Par exemple, déjà dans ta promo, il y en a qui se sont installés tout de suite. Dans ma promo, il y en a pas qui se sont installés tout de suite, mais je sais que la dernière promo d'école, il y en a. Alors, moi, j'ai su 2 ou 3 déjà sûrs, mais même 2 ou 3 sur une promo qui s'installe directement. Je trouve que c'est beaucoup. Moi, la question que je me posais par rapport à ça, c'est quelles sont les motivations de l'installation. Ah, moi, j'ai posé la question. Est-ce que c'est la génération Z. Oui, non, mais parce que ça, c'est un peu facile, c'est fourre-tout, mais du coup, c'est quoi la réponse ? J'ai posé parce qu'on a quelques jeunes au cabinet, nos collaboratrices, et donc je fais des sondages, là. Et l'une des collaboratrices m'a répondu, alors, elle ne s'installe pas pour autant, elle est là depuis 3-4 ans, mais dans sa promotion, il y a déjà beaucoup de monde qui s'est installé. Et je lui ai demandé de m'expliquer le moteur. Elle m'a dit, dans le libéral, il y a liberté. Je suis libre, je veux pas bosser avec quelqu'un, je veux pas, je veux. Mais t'as forcément des contraintes. La contrainte du client, t'as la contrainte de l'audience, t'as la contrainte de l'URSSAF. Mais moi, je vois de ma promotion, des amis autour de moi, je suis quasiment la dernière à m'être installée avec 4 ans de... Pardon, désolée pour ça n'avait rien alors que c'était très personnel. Autour de moi, en tout cas, mes amis proches de promo sont tous installés depuis 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Ah oui, donc c'est rapide quand même. Alors, ça marche bien pour eux. Oui, non, mais tant mieux. Et puis l'idée n'est pas qu'ils aient des regrets. C'était une vraie interrogation sur pourquoi. Parce qu'après, des fois... On peut se dire c'est l'expérience qui s'est mal passée, du coup tu n'as pas envie de re-signer pour ça. On a aussi des échos des fois comme ça, donc là tu peux te dire c'est la profession qui a quelque chose à gérer en elle. Non, je crois pas, parce qu'il y en a qui s'installent en sortant de l'école. Oui, mais ils ont fait un stage de 6 mois. Ouais, mais 6 mois on sait, ça peut mal se passer, excusez-moi, c'est juste ça. C'est vrai. C'était le sens de ma réflexion. C'est pas ce que j'ai entendu. Mais je crois comprendre que c'est pas l'explication. C'est aussi pour ça que dans certains cabinets, il y a des problèmes de recrutement. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'installent très vite et la collaboration est réduite. Dans tous les cabinets. Oui. Il y a un problème de recrutement. Il y a une vraie crise de la collaboration, clairement. C'est un gros sujet. Et alors, vous réfléchissez un peu. Alors, toi, peut-être pas encore. Moi, pas encore. En même temps, t'as peut-être déjà des idées, tu me diras, puisque... il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais encore collaboratrice, donc tu as peut-être des idées sur le sujet, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place dans ces cabinets pour demain, si tu veux recruter, qu'est-ce qu'il ferait dans le statut, parce que je pense que c'est le statut qui pose un problème. Pour moi, c'est le statut qui pose un problème, parce que après, les collaborations, elles sont toutes différentes. Moi, j'ai eu une très bonne collaboration. J'ai rien à redire sur le fait qu'on m'a laissé développer ma clientèle, mais c'est pas le cas dans d'autres cabinets, et je peux comprendre qu'à un moment donné, quand on est bridé un peu sur la manière de travailler, ça puisse poser problème. On en revient à l'aspect liberté. Parce que, alors là, on va sauter un peu les sujets. Moi, j'en viens à mon 4e sujet, s'installer la solution pour travailler moins et gagner plus. Parce que moi, c'est ce que j'entends dans la bouche de beaucoup de jeunes avocats, en mode, en gros, je vais travailler 20 heures, je vais gagner autant que ma rétrocession. Et donc, je travaillerai moins, je gagnerai plus, la qualité de vie. Alors toi, tu viens de t'installer. Alors, travailler moins, non. Moi, travailler moins, non. Je travaille même plus que ce que je pouvais travailler avant. Je suis déçue parce que je pensais que tu allais dire oui, j'allais dire donc comment. Non, vas-y, non. Je suis un peu fatiguée, on est vendredi. Moi, je connais personne qui, en s'installant, a travaillé moins que en collaboration. Ça, je pense que c'est un mythe. Au début, ils me disent beaucoup. Au début, moi, je me souviens que j'ai collaboré avec un certain nombre de personnes au cours des 35 années. Et effectivement, j'en ai rencontré quelques-unes. Je déjeunais après en disant bon, alors tout va bien. Alors au début, c'est oui, je prends mon vendredi après-midi. Oui, mais ça c'est lune de miel, comme ça ne peut pas durer. Mais je l'ai vécu. On l'a vécu. Moi pas encore. Tu t'installes. Non, mais tu t'installes. D'abord, il y a tout le boulot que tu produisais pour ton maître de stage qui est plus à ton agenda. Il n'y a plus que le tien. Bon, il y a quand même un grand vide dans un premier temps. Alors moi, je l'avais rempli avec des travaux mal faits. Il y a quand même un grand vide. Donc tu prends ton vendredi, tu vas chez le coiffeur la semaine, machin, etc. Mais très rapidement, il y a une réalité, il y a des charges, il faut bien gagner sa vie, il faut se mettre au boulot, etc. Puis au bout d'un certain temps, tu t'aperçois que la personne qui avait du temps libre, elle a dû se mettre à travailler parce qu'il faut assumer les charges. Et puis il y a appuyer sur l'interrupteur, il y a le photocopieur, il y a la maintenance de l'appareil, il y a tout ça. Et il y a les factures. Et puis je me souviens qu'une de mes anciennes collabs m'a dit j'avais pas pensé à ce poste de dépense là aussi, tiens. Il y a ça. Et donc tu commences à voir les factures et il faut rentrer. Oui, c'est pour ça que je disais c'est un leurre de penser qu'il n'y a pas de contraintes.
ouais. Et puis potentiellement, t'as pas les moyens tout de suite de te faire aider. Je sais que c'est aussi potentiellement un autre sujet. T'as pas les moyens de te faire aider par qui que ce soit. Donc t'es sur tout. Tous les fronts. Tout. La compta, le moindre truc, tu le fais. Donc tes journées, elles sont aussi remplies, différemment, mais elles sont aussi remplies. Là, t'es vraiment un entrepreneur, là, pour le coup. Enfin, je veux dire, là, tu fais tout. Du producteur au consommateur, quoi. Et alors justement, qu'est-ce qu'il faut, enfin, au niveau du premier recrutement, parce que ça, j'avais fait un post LinkedIn sur le sujet. Est-ce qu'il faut mieux... J'espère que vous l'avez lu, hein, parce que ça s'appelle une interro. Je le lis beaucoup. Hein. Parfois, je suis pas d'accord. Parfois, je le provoque un peu. Les deux mondes veut. Et du coup, je posais la question, est-ce qu'il faut mieux recruter d'abord un collaborateur ou un secrétaire, dans le sens où, alors c'est pas, je dis pas que c'est les mêmes sujets entre les deux, hein, oui, c'est deux métiers différents. Tu vas avoir des problèmes. Si certains avaient mal interprété mon poste, mais non, c'est deux sujets différents. C'est où plus... est-ce que tu délègues en premier. Voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu as envie de déléguer, enfin, qu'est-ce qu'il faut déléguer dès qu'on a les moyens de recruter quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut déléguer en priorité en fait, c'est ça la question. Est-ce que c'est plus les fonctions support, donc là plus du secrétariat, ou est-ce que c'est plus tout ce qui est audience, production, et donc là un collaborateur? Je pense que ça dépend du contentieux aussi. Ça dépend du contentieux. Moi, personnellement, en droit public, ce sera un collaborateur. Parce que finalement, tout ce qui est à côté, le téléphone, le secrétariat, c'est assez... j'ai beaucoup moins d'appels qu'un avocat qui fait du contentieux dans le judiciaire. J'ai moins de besoins. Donc oui, ce sera un collaborateur. Maintenant, je pense que pour en avoir discuté avec d'autres personnes, les avis sont partagés. Il y en a qui privilégieraient un secrétariat pour se gagner du temps sur tous ces besoins-là. C'est pas la même chose au-delà de... Je suis d'accord avec Camille, il y a le côté quel est ton contentieux et donc ton besoin peut être différent. Après, il y a aussi ton rapport, pour en avoir parlé, je pense à une consoeur en l'occurrence, elle m'a dit, moi j'envisagerais, pas jamais, mais j'ai pas envie d'avoir un collaborateur. C'est quelqu'un que tu formes, que tu investis pour qu'il fasse le même boulot que toi. Moi, j'adore ce que je fais au fond. Donc, c'est pour ça qu'elle, et c'était notre discussion à l'époque, elle avait investi dans un secrétariat. Parce que ça, pour le coup, c'était quelque chose qu'elle voulait déléguer. Alors que ses dossiers, la gestion de son fonds, elle voulait pas le déléguer. C'est ça aussi. Ça dépend aussi de ton rapport à ce que... j'allais dire ce que tu projettes, c'est pas le bon terme, mais ce que toi tu imagines dans ce qui est possible dans tes ressources, dans ce que tu as envie et dans ta manière de travailler. Est-ce que c'est ça. Oui, mais même au-delà de ça, c'est est-ce que déjà tu as envie de bosser peut-être avec quelqu'un, et ça on est tous différents, bosser en équipe ou pas, c'est très subjectif. Donc il y a ça aussi qui entre en ligne de compte, parce que ce qui est sûr, et pour le coup il n'y a pas de débat, c'est que c'est pas le même boulot que tu délègues. Un élève avocat ou un collaborateur, il est censé savoir tout faire, ça fait partie de sa formation. Quelqu'un au secrétariat, tu lui demanderas jamais d'aller plaider, c'est pas possible. Donc nécessairement, la frontière, elle est aussi là. Ce qui est certain, c'est que c'est pas une question économique, parce que une assistante, c'est une salariée, hein, et donc une salariée, c'est des charges, et donc embaucher une secrétaire, c'est un poste de dépense, et quand on regarde un bilan d'une structure, c'est l'un des postes les plus lourds. Hein, ça, c'est sûr. Donc c'est vraiment pas une question économique. On n'est pas dans le même registre sur le plan économique. Oui, je pense que c'est fondamentalement ce que tu veux mettre en avant, tes priorités. Il y a des gens qui ont envie de bosser, ce qu'on disait tout à l'heure, leur ouvrage tout seul dans leur coin, etc. Moi, j'ai pas une âme solitaire. J'aime bien avoir quelqu'un. Je l'ai découvert. Je veux dire, on parle souvent de business plan. Je n'avais pas un business plan en rentrant dans ce métier. J'ai appris comme ça, au fur et à mesure, c'est venu. Et j'ai découvert un grand plaisir dans la collaboration, avoir des échanges, à vivre le dossier avec quelqu'un et avoir des échanges, de la voir grandir. Et le ou la, souvent c'était des femmes, et elle m'apportait aussi de la nouveauté, du renouvellement, etc. Et j'aime beaucoup les échanges dans les dossiers. Mais ça, pour moi, c'était dans un second temps, quand j'étais à maturité professionnelle, quand j'avais quelque chose à transmettre, quand j'avais une certaine une maturité professionnelle et j'étais capable de communiquer quelque chose. Avant ça, ma priorité, pour moi, ça a toujours été, dans mes rapports avec qui que ce soit, c'est mon rapport avec le client. Ce pourquoi je suis là, ce pourquoi je suis devenu avocat, c'est d'être au service des gens. C'est de les aider à passer à une étape, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine dans la vie. Donc, c'est ça, mon moteur. C'est de travailler pour mon client. Et dans le droit de la famille, c'est d'avoir j'ai pas envie que mon client, quand il appelle,
il a un répondeur, il a un renvoi d'appel. J'ai envie qu'il ait un accueil bienveillant. Mes assistants, je les ai formés, je leur explique. Si la personne crie, c'est qu'elle est tendue, c'est qu'elle va pas bien, vous inquiétez pas, c'est pas vous, etc. Donc c'était ça ma priorité d'abord. Enfin, ma priorité d'abord, c'est un pléonasme, mais voilà, c'était ça. Et même si c'était cher et que c'était compliqué, c'était ça. Et puis après, c'est devenu autre chose. Enfin, voilà. En tout cas, c'était mon cheminement. Ouais, non, mais il y en a, en tout cas, c'est pareil, je fais toujours le parallèle avec les entreprises, mais au niveau des entreprises, on a tendance à dire qu'il faut déléguer en priorité ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait bien faire, il faut le déléguer. Par contre, justement, de garder ce qu'on ne sait pas faire, justement, et apprendre nous-mêmes, justement, souvent dans les startups. Bon, après, pour les cabinets d'avocats, je pense que c'est un peu moins applicable, mais bon. Mais bon, voilà, j'avais lancé ce sujet-là sur LinkedIn et bon, ça avait fait pas mal réagir. En tout cas, ce qui est certain à mes yeux, c'est que assistante ou assistant, ou moi je dis plus secrétaire d'ailleurs, parce que je trouve qu'elles ont plus une posture, elles m'assistent dans ce travail. Ou collaborateurs, ce qui est certain, c'est que on n'a pas des assistants ou des collaborateurs, on travaille avec et c'est une autre façon de travailler, mais on travaille ensemble. Je me souviens qu'un jour, on m'a dit cette avocate, elle voudrait faire comme toi, elle voudrait avoir des collaborateurs. Je me suis dit, mais j'ai pas des collaborateurs. Je travaille avec des gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux garder cette qualité de travail que je fournis, je vais encore chercher quelqu'un d'autre. Je ne travaille pas moins, je travaille avec. C'est l'esprit d'équipe qui c'est ça, j'allais dire. En fait, c'est une équipe, c'est pas ton cabinet, c'est une équipe qui est là et qui travaille. Voilà, c'est ça. Et justement, souvent, on dit que, en gros, le rôle un peu d'un chef d'entreprise, c'est de s'occuper de ses équipes. Et aux équipes, leur rôle, c'est de s'occuper des clients. Et donc, quelque part, il y a une perte de lien entre le chef d'entreprise et ses clients, mais apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Dans les cabinets d'avocats, c'est compliqué. Nous, dans notre matière, je pense toi aussi, de toute façon, le client, c'est quand même ta priorité. Donc, difficile de plus être en lien avec lui. Je suis d'accord, mais du coup... Non, mais moi, je m'imagine pas... Tu vas pas t'occuper de tous les dossiers. C'est pour ça que tu as des collaborateurs. Donc, toi, tu dois faire le lien aussi... tu dois normalement... tu t'es obligé, tu as du management, etc. Non, je suis d'accord. Tu peux plus produire en permanence. C'est un vaste Donc, sujet normalement, de ton trouver rôle un principal équilibre. devrait être que tes équipes se sentent bien, qu'elles puissent bien travailler dans de bonnes conditions, les former, et que ce soit tes équipes qui soient en lien avec tes clients, mais pas toi directement. Normalement, ça devrait être ça. Je suis pas d'accord. Moi, je sors d'un cabinet où c'était un peu ça, justement. En fait, moi, je sais qu'on m'a laissé beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, et à la fin, les clients que j'avais à gérer pour le cabinet n'avaient quasiment plus aucun lien avec. Moi, je pense que je laisse aussi de l'autonomie et j'ai pas d'état d'âme avec ça, mais je suis encore en lien avec les clients en direct, je veux dire. Mais c'est un vaste sujet, de trouver l'équilibre. Là, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais c'est les entretiens annuels en début d'année. Plus tu as de gens à caler en entretien, plus ça mange du temps par ailleurs. Mais non, moi, je n'ai pas renoncé encore. Donc, je veux m'occuper de mon équipe et de mes clients. Voilà. Je pense que c'est toute la difficulté, effectivement, de l'avocat. C'est d'être multicarte et multicasquette, quoi. C'est qu'il faut être capable, effectivement, de voir ce contact maintenir ce contact avec ses clients et veiller à ce que le travail soit fait et bien fait, et à la fois veiller au bien-être de son équipe, et qu'ils sentent qu'on est là, qu'on y veille, on veille, on a de la bienveillance. Puis c'est aussi une entreprise, donc il faut veiller à ce que l'argent rentre et sorte. C'est un mouvement permanent. Après, je dirais, c'est peut-être petit à petit une approche. Moi, j'ai plutôt une approche chronologique, c'est-à-dire que au début, quand l'avocat qui est à mes côtés est un jeune avocat, je suis assez présent, d'abord pour le technique, mais aussi, je dirais, l'aider à grandir, à devenir... parce que je sais que parfois, j'ai vu des collaborateurs avoir des réactions, et la vie se charge de nous enseigner à avoir un peu de bienveillance. Oui, c'est un retour d'expérience, finalement. Et de dire, mais vous ne pensez pas que... Et donc, c'est tout ça qui est génial, je trouve. C'est d'accompagner, de voir grandir et éclore un avocat, et puis de voir que ça match avec le client, ça passe bien. Donc, je suis là. Je peux faire un pas de côté, là, parce que la relation est là, elle est nouée, ça me plaît bien. Je vois que dans les mails, ça communique bien. Donc, je fais ce pas de côté, je suis là pour l'un et l'autre au besoin. Donc je pense qu'il y a c'est un peu des deux, voilà. J'ai envie de dire
Ouais, c'est vrai qu'il y a l'intuitu personae qui est très fort chez les cabinets d'avocats. C'est vrai que c'est pas comme une entreprise qui vend un produit où forcément... on s'en fout un peu de savoir qui est le chef d'entreprise du moment que le produit répond aux besoins, alors qu'avec les avocats c'est quand même une relation. On choisit un avocat finalement qui doit se créer et donc des fois ça peut être aussi une contrainte dans le sens où il y a toujours du temps à consacrer aux clients. En fait, on peut pas dire je me coupe de mes clients et c'est mes collaborateurs qui ont que le contact avec les clients. On est obligé de conserver un contact. Donc quelque part c'est un peu un frein aussi. C'est un peu un frein au développement. Après, je pense que tu n'arrives pas dans cette profession si tu n'as pas envie d'avoir un peu de contact. Être avocat sans avoir envie d'échanger avec tes clients, vaut mieux être juriste. Des affaires, tu fais moins, t'as moins quand même. Si t'as pas envie de contact. Après, dans tous les métiers, il y a du contact client. Enfin, je veux dire, il y a assez peu de métiers où t'as pas de contact. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'avocats, même avec beaucoup d'expérience, qui aient envie de se couper complètement des clients en se disant je gère mon équipe. Mais je peux me tromper. Il y en a, ils sont c'est des très bons techniciens, mais ça passe pas avec les clients. Enfin, on en connaît tous. Enfin, je veux dire. On fait tous là dans ma tête, je me dis couper les micros. Allez, on démarre. Et ils le disent, ils sont très honnêtes là-dessus d'ailleurs. Il fallait me prévenir. C'est bitcheux cet après-midi. Je pensais que c'était après moi. C'est maintenant que tu parles. À la fin de l'émission, les noms sortent. Bon, bref. Donc, changeons de sujet. Allez, ne nous mettons pas dans la panade dès une deuxième émission, ce serait gênant. Parlons un peu association. Tiens, voilà, un sujet intéressant. Donc, Camille, je ne sais pas s'il y avait une possibilité d'association. Ou... On en a discuté, il y a eu des perspectives, et puis voilà, les choses ne se sont pas faites. Vous n'êtes pas retrouvés. Non, c'est ça. On s'est pas retrouvés sur la même longueur d'onde. On n'avait pas la même façon de voir les choses. Et puis, voilà, les choses faisant, moi, je me suis dit c'est tout. Faut passer à un autre stade et puis aller voir autre chose. C'est ça. J'aurais bien aimé. Moi, c'était vraiment l'objectif. Mais quand on se rend compte que c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut vraiment savoir passer à un autre projet. Mais c'est bien de savoir et en parler et en tirer les conséquences, comme disait Corinne. C'est une expérience qui te fait aussi grandir sur ce que tu veux, qui te pousse à réfléchir à ça, et c'est forcément toujours intéressant pour l'avenir. Ouais, puis moi je suis admirative parce que c'est lucide de regarder comme ça, surtout en étant un jeune avocat. Non, ça va pas matcher entre nous. Ça n'a pas été aussi facile. Il y a eu des petits. Oui, voilà, on se dit que ça s'est pas fait. Mais non, voilà. Après, moi, c'est juste que ça se passait à peu près bien à ce moment-là. Enfin, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Enfin, en tout cas, le contentieux que j'avais au cabinet. Donc, j'avais envie de continuer dans ce contentieux-là. Et c'était un peu la voie. C'est un peu la voie royale qu'on peut donner. Puis c'est une reconnaissance aussi quand on vous propose une association. Bien sûr. Quand on parle de départ, on se dit effectivement, c'est que ça s'est bien passé. Maintenant, après, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas trop. Et puis, la seule volonté de vouloir continuer à travailler ensemble quand ça matche plus trop, normalement, c'est pas suffisant. Surtout quand tu as fait le constat qu'il y a peut-être un ou deux sujets sur lesquels où ça n'ira pas, en fait. Raccord, on en revient au fait qu'il faut que ça matche. Ouais, il faut que ça matche entre associés. À 100%, quoi. Parce que sinon, après, effectivement, c'est sur les points de friction où. C'est ce que j'allais dire. Après, c'est ça. Pour moi, il faut quand même une confiance qui est quasiment aveugle, pour une association. Oui, puis même que tu te sentes libre et vraiment en phase sur quel que soit le sujet. Puis moi, c'est cet aspect-là que j'ai plus, c'est l'aspect sécurité, à me dire oui, ça va aller, et puis ça continuera. Donc, à partir du moment où j'ai plus senti cette confiance, cette sécurité, je me suis dit, c'est tout, il faut que je fasse autre chose, que j'aille voir ailleurs ce qui se passe. Et alors, dans certains cabinets, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il fait du teasing dans certains cabinets. Il y a des cabinets qui associent de manière automatique. C'est-à-dire qu'au bout d'X années, ils proposent automatiquement l'association à leurs collaborateurs. Ils ont un mail automatique. Ils le programment dès que la personne arrive. Et qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Parce que justement, là, c'est automatique. Donc, on propose automatiquement. Donc, il y a des gens qui pourraient se dire ça se passe bien dans le cabinet, un peu comme toi. C'est-à-dire, ça se passe bien, mais on n'est pas d'accord sur tout. Bon, en même temps, j'ai pas envie de m'installer, etc. Bon, je continue dans cette voie-là. Est-ce que ça peut pas, à long terme, créer comme ça des frictions ? Enfin, vous en pensez quoi, un peu de cette philosophie d'associer comme ça de manière automatique Moi, je dirais que sur le principe, et je le dis d'ailleurs aux gens qui travaillent avec moi, sur le principe, l'association est possible. Voilà. Par principe, elle est possible. Moi, j'ai travaillé, pour rebondir sur la question précédente, j'ai travaillé dans un
gros cabinet, c'était l'espace juridique, et beaucoup d'associés. Je savais, en venant faire cette deuxième expérience, que je voulais m'installer. Je voulais vivre l'expérience de l'installation. Et ils m'ont proposé une association. Parfois, j'y repense et je me dis que j'aurais été probablement très heureuse aussi, que ça aurait été beaucoup plus facile, parce qu'il y avait une clientèle d'affaires qui m'aurait été fournie d'office. Potentiellement, j'aurais eu d'autres difficultés. Donc, ça aurait été une autre expérience. Je pense que le tout, c'est dit. Moi, j'avais envie de vivre cette expérience-là, mais je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé au cabinet, dans ce cabinet après moi, et qui a été associée, qui a été très heureuse, et ça aurait pu l'être. J'aurais pu l'être, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de faire, où sont ses priorités. Maintenant, pour ma part, moi, elles le savent au cabinet. Très vite, je me suis dit que par principe, l'association était possible. Pourquoi ? Parce qu'un collaborateur, c'est un statut éphémère. Je veux dire, on ne fait pas sa carrière en tant que collaborateur. Donc, à un moment donné, qu'on soit un collaborateur qui joue le jeu du cabinet ou qui développe, c'est des caractéristiques qui sont tout aussi intéressantes à mes yeux. Et donc, oui, et si la personne est encore là, c'est que ça match entre nous, quoi. C'est qu'on a du plaisir à bosser ensemble. Donc, pourquoi pas pérenniser ? Puis j'ai envie parfois de ne pas les voir partir. Après, il peut y avoir des freins. Moi, je sais que j'ai des choses que j'ai entendues. La première collaboratrice qui m'a quittée, j'en ai pleuré. C'est dur quand ça. Ouais, parce qu'on avait vraiment... On s'endure après. Et on est resté encore aujourd'hui. C'est une de mes consoeurs et contradicteurs dans les dossiers. On a beaucoup de respect et d'admiration réciproque. Et elle considérait que j'étais encore trop jeune à ses yeux, et puis que j'étais sa boss, et qu'elle resterait toujours ma collaboratrice, etc. Bon, non, moi j'étais prête. Je pense qu'elle redoutait, mais moi j'étais prête. Voilà, il faut être prête à lui faire de la place, quoi. On est deux. Elle a peut-être peur de ça, en fait. Voilà, on est deux. C'est un rapport. Donc, je peux être prête, mais si la personne ne l'est pas en face, est-ce qu'elle va toujours me regarder comme une bosse ? Est-ce que c'est un problème pour elle ou pas ? C'est ça. Voilà. Et par principe, je pense que oui, c'est possible, et c'est plutôt mon modèle d'ailleurs. Quand je regarde, j'ai un exemple dans ma vie. J'ai beaucoup d'admiration pour une dame dans cette profession, et ça a été cette démarche-là. J'avoue que et je trouve que c'est la voie c'est plus facile de pérenniser, de continuer à travailler quand on a grandi ensemble, quand on s'est déployé ensemble, de pérenniser et de devenir des associés. Pour moi, c'est à mes yeux la voie la meilleure. Mais j'ai aussi appris des choses, c'est-à-dire que parfois j'ai regardé des collaboratrices fonctionner, ça n'était pas ma façon de fonctionner. Et j'avais parfois un peu de mal avec ça. Je fonctionnais pas de la même manière. Et potentiellement, j'avais un jugement sur ça. Et puis, j'ai découvert que pour certains de mes clients, ça leur convenait bien. Ils aimaient bien, parce que leur façon de faire leur convenait mieux que la mienne. Et je me suis dit, c'est une palette. C'est proposer une palette. Je ne suis pas Louis d'Or. Je ne plais pas à tout le monde. Et il y en a qui sont différentes de moi. Et c'est un plus c'est cette proposition. Donc c'est un enrichissement. Chacun prend ce qui fonctionne et on arrive à faire un truc qui fonctionne encore mieux. C'est cet arc-en-ciel avec toutes les couleurs, tous les contours, etc. Et j'ai évolué, j'ai bougé là-dessus. Et donc oui, par principe, je trouve que l'association est possible. De toute façon, après qu'on le propose, ça ne veut pas dire que ça aboutira au final. Voilà. Moi, j'appelle ça souvent la course à l'association. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, on réfléchit à une association, souvent il se passe quand même, il y a un certain long délai, le temps que tout se mette. Et après caler. Que tout se mette en œuvre. Ça s'anticipe. Et des fois, au bout de, malheureusement, de 6 mois, 1 an, entre guillemets, les discussions s'arrêtent, un peu comme des pourparlers, en fait, au final. C'est des pourparlers qui se passent avant. Et ça s'arrête, et entre guillemets, la course à l'association s'arrête. Terminé. C'était pas un sprint, mais je trouve pas ça. C'est pas idiot, je trouve, de se dire. Parce qu'en fait, quand un collaborateur est là pendant X années, c'est que ça se passe bien. Sinon, puis c'est qu'il a envie de rester. Quand on reste et qu'on s'investit. C'est ce que je veux dire, ça marche dans les deux sens. Et toi, t'as pas envie de le voir partir. Automatiquement, c'est proposé. Au moins, la personne, elle le sait d'avance, en plus, que ça lui sera proposé s'il reste X années. Et puis, de toute façon, ça veut pas dire que forcément elle s'associera, parce que peut-être que, effectivement, pendant ces pourparlers,
finalement, ça va pas matcher. Alors, je dis pas automaticité. Parce que c'était ça la question quand même. Je dis pas automaticité. Je dis par principe, pour moi, le principe l'éventualité est acquis. Parce que après, on est deux. C'est une relation contractuelle, une association, quoi qu'on en dise. Et donc, il faut être deux, il faut que ça matche, il faut qu'on en ait envie tous les deux. Moi, je sais qu'un jour, j'ai une collaboratrice à qui j'ai proposé une association qui était très enthousiaste et qui se sentait valorisée par cette proposition et puis qui finalement s'est aperçue qu'elle avait juste besoin de s'entendre dire qu'elle était une associable, pour moi, qu'elle était, je la voyais potentiellement comme une associée, mais elle ne se voyait plus dans ce métier. Oui, elle avait besoin de la reconnaissance juste là et après elle est partie dans un autre métier, mais ça lui a donné cette confiance, le fait que je lui dise, pour moi c'est possible. Ça lui a donné cette confiance, elle est venue me le dire et elle est partie vivre. Et je pense qu'elle a fait un bon choix de s'écouter aussi. Pas de me quitter, de choisir, quelque chose qui lui convenait plus. Non, après, il faut savoir s'écouter. De toute façon, c'est toujours un peu la même chose. Et alors, du coup, pour s'associer, parce que souvent, c'est un prérequis. Souvent, dans beaucoup de cabinets en tout cas, on demande à ce que le nouvel arrivant génère déjà du chiffre d'affaires ou en tout cas ait démontré une capacité entrepreneuriale, on va dire. Est-ce qu'on peut être associé en étant juste technicien ? En gros, en mode, un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, je reste dans mon bureau, je fais des conclusions à longueur de journée, j'aime pas trop voir les clients. Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir, alors soit du chiffre d'affaires, donc avoir déjà démontré d'avoir apporté des clients au cabinet, soit sinon avoir ce caractère entrepreneurial de dire, j'ai envie de développer, j'ai envie de générer du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est un prérequis pour être associé au sein d'un cabinet ? Moi, je sais pas, parce que je pense que... Alors, je suis mal placée, parce que moi, je suis associée avec moi-même, donc je suis mal placée pour en parler, mais moi, je pense que c'est encore une fois l'histoire d'une rencontre. Il est évident, quand tu t'associes, quelle que soit la personne, tu dois y trouver un intérêt. Il est pas forcément économique. Ça peut être quelqu'un qui gérera mieux les RH que toi dans le cabinet ou qui a envie de prendre en charge telle problématique qui pourrait être complémentaire à la tienne. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment une histoire de rencontre. C'est ce que chacun a envie d'amener. Et il faut que chacun y trouve son compte. Je sais pas bien comment l'expliquer. Donc, bien sûr, la question du chiffre d'affaires, elle arrive derrière, parce qu'il y a des charges à payer, parce que du coup, tu vas les partager. Quel est le coût de la structure ? C'est une discussion qu'il faut avoir en toute franchise. Mais est-ce que pour moi, c'est pas forcément un prérequis. Enfin, on parlait tout à l'heure de valeur, de se retrouver sur... Pour moi, et d'ailleurs, c'est là que ça avait buté il y a un moment, mais c'était vraiment sur une question de valeur. C'est vraiment, je te dis, le rapport au client... Comment tu t'imagines à 2, 3, 5 ans qui ne matchait pas du tout. Donc, c'est pas forcément côté entrepreneurial, quelque part. Oui, j'ai le sentiment, c'est plus une discussion sur les valeurs qui permettra ensuite de voir comment, d'avoir un projet commun, ces valeurs, en fait. On porte ce projet, y compris économiquement. Mais pour moi, ça vient après dans la suite de la discussion. C'est-à-dire, il ne me viendrait pas à l'esprit de commencer par dire tu as combien, j'imagine avec une de mes collaboratrices, tu as combien de clients perso, ça te génère combien, donc du coup ça me rapporterait, le rapport n'est pas juste là, parce que si tu viens avec un super client, etc., si on ne se retrouve pas, on va se retrouver avec 2 individualités dans 2 bureaux, sera marqué associé sur une plaque, merci, quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Comment un associé est capable de démontrer ses capacités entrepreneuriales, justement ? Le fait qu'il apporte des clients quand il est collaborateur, déjà, ça montre quelque chose. Oui, mais ça demande quelque chose, ok. Mais c'est pas forcément tout, et c'est pas forcément le seul critère. Pour moi, c'est une discussion à avoir sur comment tu vois ta place dans la profession, comment tu vois ton rapport au client, qu'est-ce que tu aimerais proposer de plus, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce qui te plaît pas, sur lequel tu aurais envie qu'on ait un impact. Et c'est là-dessus qu'on va se retrouver. Si la réponse à tout ça, c'est rien, je sais pas. Bon, je te cache pas que moi non plus, du coup, je sais pas. Mais c'est vrai, c'est plus une discussion. D'autant plus que quand on est, en tout cas, quand on parle association d'un collaborateur, c'est compliqué de venir et de dire on a un portefeuille client, de clients perso qui est de tel chiffre. Enfin, quand on sort d'une collaboration, on n'a pas non plus des tas de clients perso. Enfin, pas forcément. Donc après, en plus, si c'est ça la discussion, ça peut aussi être de dire ok, moi j'ai besoin que, l'un pourrait dire à l'autre j'ai besoin que en termes de clientèle, en termes de chiffre d'affaires. Après, il faut se laisser le temps. Si tu disais c'est une course à l'association, si on met ça en forme, sous quel délai, comment on s'organise, encore une fois, pour voir si on s'y retrouve, ne serait-ce que sur ces petites étapes de test. De toute façon, assez vite, je dis ça, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a quand même des espèces d'objectifs de chiffre d'affaires qui sont fixés les premières années.
que le nouvel associé doit remplir, parce qu'il y a les charges à payer. Enfin, je veux dire, c'est bien beau, mais... J'allais dire, à mon avis, quand même lié aux charges. Il y a quand même un sujet sur la prise en... Mais il y a certains cabinets où c'est pas du tout le cas. Ils font comment, alors ils payent pas leurs charges. En fait, ils payent leurs charges proportionnellement à leur chiffre d'affaires. Donc en gros, s'il fait 0 de chiffre d'affaires, il paye pas de charge en fait. Mais si tout le monde fait 0, le cabinet, après, je pense que ça n'arrive pas. Non, mais je pense que ça n'arrive pas. On est quand même avocat. Donc nous, on voit tout en pire pour que ça n'arrive pas. Je suis d'accord, mais il y a des cabinets aujourd'hui qui existent comme ça. Où le chiffre d'affaires, en fait, ils payent donc un pourcentage de charge qui est lié à leur chiffre d'affaires. Donc s'ils font 0 de chiffre d'affaires, ils ne payent pas de charge. Donc raison de plus pour être bien associé, parce que moi ça c'est anxiogène, moi c'est exactement le bureau. Je suppose que c'est pas durable. Enfin voilà, si vraiment la personne travaille pas du tout. Alors sur moi si, Corinne, je suis partie à Bali, donc Bali donc 0. Je paye rien. Je le vivrais hyper bien, mais du coup je poserais la question dans la discussion à l'association, je dirais alors c'est pas en fonction du chiffre d'affaires. Moi je le vivrais pas bien. Non, mais c'est pour ça que certains disent dans ces cabinets-là, ils disent qu'il faut que la personne démontre un côté entrepreneurial, parce qu'il démontre qu'elle a la volonté de développer en tout cas. Parce que sinon vu que c'est lié à son chiffre d'affaires, si elle n'en fait pas. Moi je pense que c'est tout. C'est-à-dire que être avocat, c'est un état d'esprit. Et donc si tu t'es pas, c'est un métier compliqué, c'est un métier qui demande beaucoup de choses et c'est être tout. Alors t'es tout plus ou moins fort, c'est-à-dire que tu peux pas être fort dans tout. Tu sens que tu as des forces et tu as des faiblesses, tu sais faire mieux certaines choses que d'autres. Mais tu peux pas dire moi je sais faire ça, je sais pas faire ça. C'est pas possible. Tu peux pas ne pas être un bon avocat. Aujourd'hui, c'est pas possible. Tu peux pas être tu dois avoir le sens de l'argent, tu dois savoir manager. Enfin, c'est pas possible. Et si tu sais pas faire ça, il faut avoir la lucidité de se dire que le métier d'avocat, il est pas fait pour toi et que tu seras mieux ailleurs parce que sinon, très vite, ça va être compliqué pour toi, d'exercer ce métier. Et donc, quand tu vas choisir tes associés, ils doivent être un petit peu tout, à minima, c'est pas possible. Après, je dirais, le deuxième maître mot, c'est la complémentarité. Justement, c'est comme tout à l'heure, avec la palette des personnalités et des caractéristiques, là, c'est... et moi, je vois au cabinet, avec mes associés, qui sont mes anciennes collaboratrices, on voit bien qu'il y a des choses, on a des appétences, et on a fait une liste des missions, et puis on se répartit les missions selon notre appétence, ce pourquoi on est plus fort. Voilà, parce qu'on est plus à l'aise et il y a de la complémentarité, mais ça veut pas dire que les autres se sentent déchargés du reste. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux pas ne pas être attentif à ce qui se passe autour de toi. Tu peux pas être attentif à on rentre pas d'argent, on s'en fout. Enfin, c'est pas possible. Rapport à Bali, toujours. J'étais pas là ce mois-ci. C'est pas possible que tu vas te mettre dans un temple au Bhoutan, quoi. Voilà, c'est un métier. Le bénévolat, c'est en dehors du cabinet, c'est pas ton métier. L'un n'empêche pas l'autre. Mais moi, j'aime le bénévolat, mais c'est pas au travail, c'est ailleurs. Et puis quand il y a aussi le respect pour les autres. Il s'agit pas forcément de gagner pour gagner de l'argent. C'est aussi proposer quelque chose à ton équipe. Des conditions matérielles d'exercice, de leur proposer de la formation, de financer de la formation, bref, oui, il y a tout un panel de choses à offrir pour que les conditions de travail soient bonnes, soient intéressantes et que tout le monde y trouve son compte, quoi. Voilà, moi je pense qu'on ne peut rien négliger, et on va sentir plus ou moins d'appétence, mais pas zéro, ça c'est pas possible. Et vous lisez un peu des livres business et tout ça ou pas Moi non, pas du tout. Non. J'écoute beaucoup de podcasts, mais après voilà, ça reste à l'écoute, juste de l'écoute. Il y en a beaucoup. On dit que les avocats sont des entrepreneurs, et donc du coup il y en a de plus en plus qui lisent justement. Il y a plein de livres liés au business. Toi, Vanessa, non, pas du tout. Moi, je les lis, je les commence, mais je les finis pas. Donc, je n'allais pas répondre à cette question. Tu vois, j'en ai un certain nombre sur ma table de nuit, non terminée. Podcast, non? Podcast vidéo, je sais pas. Non, je suis pas très podcast. Je suis pas une bonne élève. C'était pas la question pour moi, ça. Non, après, si, j'écoute quand même des trucs en vrai. Parce que je suis alimentée de toutes parts. Genre, en fait, si je suis tout à fait honnête, il y a des articles, je vois passer
un webinaire ou si en fait je vais m'alimenter à droite à gauche, mais j'ai pas l'impression de le faire. Je me dis tiens, c'est marrant, lui il parle des entretiens annuels, tiens on est en mars, je les ai finis mais je vais aller voir. Je me dis c'est génial ce qu'il fait, il met ça et bon je prends plein de petits trucs comme ça mais sans avoir l'impression de c'est l'info qui vient à moi, je te dirais. C'est toi, Corinne ? Moi non. En sortie du cabinet, j'aime lire un bon roman faut que je parte. Après, quelque part, ça en fait un peu partie, je trouve, parce que ça peut, quelque part, les histoires, en fait, ça donne des idées aussi. Oui, non, mais ça dépend quelles histoires, si c'est des trucs macabres, ça peut être, pas trop d'idées. Je vais plus lire des choses, plus du développement personnel, des choses qui, tu vois, mais sinon, c'est des choses que j'avais pas de business plan quand je suis rentrée dans ce métier. Je suis vraiment un contre-exemple, et alors que je travaille avec effectivement une équipe, on me dit toujours le cabinet, machin, vous êtes un gros cabinet. Moi, je suis arrivée, j'avais pas de relationnel, mes parents étaient des gens très modestes, il n'y avait pas d'avocat dans ma famille, je me suis pas dit je vais faire ça, monter un cabinet, avoir autant de collaborateurs, etc. Je l'ai vécu comme ça, petit à petit, au fil du temps. En me disant, moi, je veux quoi ? Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit, on nous a demandé une phrase clé sur le site. L'avocat que je veux être, c'est celui que je chercherais, moi. C'est celui qui... c'est qu'est-ce que je veux ? Je veux un gars qui tient la route, qui est solide, qui me raconte pas du baratin, qui essaye pas de me vendre quelque chose qui est impossible, qui me dit qui se fait rémunérer, qui va se faire payer. Et d'ailleurs, si c'est un bon avocat, il va j'espère bien se rémunérer. Sinon, effectivement, comme les maçons, il va multiplier les chantiers mal payés et qui vont mal fonctionner. Donc voilà. C'est des trucs très basiques. C'est du, je dirais, c'est. Il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de business plan, il y avait quel avocat je pensais qu'il fallait être moi, en tout cas celui que je chercherais moi. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler la relation avec les autres, c'était pareil. C'était qu'est-ce que j'avais cherché moi comme collaborateur, conditions de collaboration, et c'est ça que je proposais à chaque fois. C'est le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire je propose que je cherche moi, et on cherche à peu près tous la même chose. Il n'y a pas... Oui, je crois. Pas de truc révolutionnaire. Non, c'est pas la révolution. Sauf peut-être avec la nouvelle génération. Peut-être, oui, c'est vrai, tu as raison. Je pose beaucoup de questions. Un matin, je suis arrivée au cabinet, j'avais entendu à la radio que, effectivement, la carrière n'était plus une priorité pour les jeunes. Je suis arrivée dans la cuisine, j'ai dit « Bon, alors, les jeunes, il paraît que la carrière, vous n'en avez plus rien à faire. » Non. Ah, ok. Oui, je pense que ça dépend encore des personnes et des personnalités. Et mes filles m'ont dit non mais stop maman, ça s'arrête, c'est pas vrai. Je sais pas si c'est le réchauffement climatique ou les guerres, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont du mal à se projeter dans le temps. Et ils vivent un peu au jour le jour. De l'inquiétude. De l'inquiétude. Après, moi, je pense que honnêtement, je fais des blagues là, mais je pense qu'il y a de l'inquiétude. Et qu'est-ce qu'on va devenir, la planète, etc. Et potentiellement, moi, je vois des jeunes qui disent on veut pas d'enfants parce que qu'est-ce qu'on va proposer, etc. Ça dénote. Alors on peut pas, ça c'est un autre sujet, c'est pas ici, ne pas y avoir des enfants n'est pas une fin en soi, en tout cas pas pour tout le monde, et j'ai pas de jugement là-dessus. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétude. Mais le problème, c'est que si on pense inquiétude, on construit rien, je trouve. Mais en même temps, tu peux de toute façon pas tout anticiper. Moi, j'en reviens à ce métier, c'est quand même une question d'opportunité que tu saisis ou pas. Donc, c'est donc pas la peine de prévoir ta vie sur les 5 prochaines années. Elle te réservera des surprises. Justement, il y a des gens qui disent je m'installe pas. Par exemple, en ce moment, il y en a qui disent qu'il y a une crise, faut pas s'installer, c'est pas le bon moment. Mais en fait, ça sera jamais le bon moment. C'est ce que j'allais dire. Après, c'est le discours du courage et du saut un peu dans l'inconnu. Mais ça, je pense qu'il y ait des guerres ou pas. Cette génération nous dit. Mais c'est pas une question de génération. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous entendu au moment, vous me direz, mais au moment où on s'est installé, on savait tous au fond de nous que c'était pas le bon moment. Parce qu'il n'y a pas de bon moment. Changé. De toute façon, parce qu'il n'y a pas de bon moment. Regarde, comme il avait dit tout à l'heure, le confrère lui a dit oh là là. Moi aussi j'ai eu ce je m'installe en 94. Et on me dit oh là là. Effectivement, aujourd'hui, on le dit. Attends, moi j'arrive en stage élève avocat, on a les avoués qui vont disparaître. Oh là là.
Ouais, c'est ça. Oh là là, notre profession incorporée. Les conseils juridiques. Vous n'imaginez pas. Bah, tu vois. Donc, on a prochain truc, c'est les aliens. C'est ça. C'est matérialisé. Non, mais il y a toujours quelque chose, si on veut se trouver effectivement un frein pour. Donc, je pense que c'est une question de génération. Je pense que c'est un moment, tu changes de statut et. Non, mais peut-être que le travail a une place moins importante aussi dans leur vie. Ça, c'est vrai. Enfin, je pense. Enfin, moi, je vois par exemple mon père. Oui, mais ton père. Je veux dire, on lui enlève son travail, c'est la mort. Enfin, je veux dire, lui, il n'a pas de passion, c'est son travail, il est du lundi au dimanche. Quoi. Voilà, c'est un entrepreneur, il a toujours connu que ça. Je pense que mon grand-père, je pense que c'était pareil. Mon grand-père à la retraite était toujours dans l'entreprise parce que c'est leur vie, c'est comme ça. Moi, je suis moins quand même, c'est quand même moins le cas, mais c'est le cas aussi. Pour moi, mon entreprise, c'est ma vie. Je travaille le samedi, le dimanche. Mais j'ai pas l'impression de travailler. Voilà, j'aime bien, j'ai eu mon PC, hop, je me mets à travailler. C'est naturel, j'ai envie de dire. Et je trouve que maintenant, on a tendance un peu à vouloir cloisonner un peu plus les choses qu'avant, je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Corinne. Même si après, tu peux pas complètement cloisonner dans ce métier. Non, oui, c'est vrai qu'en plus, le métier d'avocat, c'est vrai que tu dois parfois t'adapter. Je pense à un avocat pénaliste, quand il y a une garde à vue, c'est tout le temps, en fait. On est avocat tout le temps. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et il y en a qui aimeraient avoir ce cloisonnement en mode je suis en vacances, je veux pas qu'on m'appelle. Enfin, il y a ce cloisonnement qui fait aussi, quoi. Alors moi, je le revendique. Après, il faut profiter aussi. J'ai eu de longues journées de travail, encore. Et je travaillais souvent le week-end, etc. J'essayais de pas rentrer trop tard pour mes enfants et puis je retravaillais souvent la nuit. Voilà, et puis le week-end, souvent, voilà. Et donc j'ai effectivement beaucoup travaillé. J'ai un peu perdu le fil de ma réflexion. C'était le cloisonnement. C'était par rapport au cloisonnement, pour les vacances, mon engagement pour mes enfants, c'était toutes les vacances, je serai là. Donc je ne serai pas une maman qui sera à la sortie d'école. Voilà, parce que je suis au travail, mais il y aura quelqu'un à la maison pour vous faire des crêpes, des machins, etc. Mais les vacances, c'était le bunker, c'est-à-dire que j'étais inaccessible. C'était le moment pour mes enfants. Alors, j'étais une maman correspondante, comme ça, j'étais au cœur de l'école, et j'étais inaccessible. C'était une interdiction absolue de m'appeler. De toute façon, je suis loin, je peux rien faire pour vous, je vous fais confiance, vous êtes aussi capable que moi. Mes anciennes associées ou mes collaboratrices, peu importe. Ça, c'était vraiment le sanctuaire, on va dire. C'est terminé. Ça, je ne voulais pas qu'on vienne me déranger. Alors après, je pense que la tendance s'est inversée. J'ai l'impression que à une époque, la carrière c'était le principe et le bien vivre c'était l'exception. Je crois. Enfin, mon sentiment un peu. C'est un peu inversé, c'est-à-dire que le bien vivre est très important, est une priorité. Voilà, et la priorité. Mais il y a encore des gens pour qui faire carrière, c'est important, etc. Je pense que le principe est devenu le bien vivre. Penser à moi, prendre soin de moi, et puis carpe diem. Carpe diem. Et j'avoue que la fois dernière, j'étais au séminaire d'automne de l'ICSAD et il y avait le samedi matin une discussion sur la collaboration, l'avenir de la collaboration. Et j'ai entendu des positions, j'avais presque envie de me boucher les oreilles, extrêmes, quoi. Ouais, c'était waouh. Je me suis dit, il est temps d'organiser des états généraux de la collaboration. Parce qu'il faut se parler, là. Il faut se parler. Il y avait une consoeur ancienne qui disait, de toute façon, ils en ont plus rien à foutre. Ils pensent je pense qu'il y a un juste milieu. Ils veulent du pognon. J'étais choquée, quoi. Et puis, à l'inverse, j'ai entendu un jeune confrère très excessif, très dur, genre limite tout de suite c'était du harcèlement, etc. J'avoue qu'il y a peut-être un juste milieu, j'espère. Mon Dieu. Mais en fait, il y a les deux discours. Moi, je trouve que c'est assez. Mais c'est vrai qu'il t'a pas le discours intermédiaire. On l'a pas beaucoup. C'est soit effectivement les collaborateurs qui on a l'impression qu'ils revendiquent beaucoup, ou alors à l'inverse, mais qui sont exploités. Ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, c'est difficile de trouver
un juste milieu entre les deux, où il y a un équilibre en fait pour tout le monde, tout simplement. Mais... à trouver. On a des boss qui se sont mal comportés, qui ont été excessifs, qui ont été pressés comme des citrons. Et puis aujourd'hui, parfois j'ai un peu le sentiment qu'on est tombé un peu dans un excès contraire et qu'il faut revenir vers un juste milieu, se remettre à discuter. C'est l'intérêt des entretiens annuels, de dire bon, t'en es où, tu gagnes quoi, parce que t'es un avocat qui a telle année, il y a un minimum à gagner. Donc si tu les gagnes pas, c'est que tu bosses beaucoup pour moi, tu développes pas, moi je dois me poser les bonnes questions, je dois te rémunérer. Et l'inverse, écoute Coco, si tu fais tout ça en clientèle perso, tes journées elles font 24 heures, c'est que tu bosses plus pour moi, il faut être lucide, soit tu t'installes, soit tu es prêt à être associé là. Ça c'est des trucs de bon sens, quoi. Il n'y a pas de quoi s'envoyer mais c'est sûr. Mais c'est du bon sens, mais après la communication, parfois, elle est aussi compliquée, je pense, dans certaines structures. Même les entretiens annuels, je suis pas sûr que ce soit... Est-ce que c'est la majorité aujourd'hui? Moi, j'en ai jamais... j'ai quasiment jamais eu d'entretien annuel. Moi, j'en ai jamais eu. Je pense que c'est ça que moi je me dis. Il faut communiquer. Des états généraux de la collaboration, avec du b.a.-ba, rétablir de la communication, des échanges. C'est sûr que de toute façon, quand tu veux bosser sur le statut, à minima, il faut entendre toutes les parties prenantes. Oui, je pense qu'il y a... Il y a un travail. Il y a un sujet. Bon, écoutez, on en arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup, en tout cas. Ça passe vite. En tout cas, j'étais très, très heureux de vous avoir autour de cette table. Et puis, donc, on se retrouve le mois prochain pour le prochain numéro. À bientôt.